Bonjour et bienvenue sur notre plateau pour un nouvel entretien autour du programme L'Avenir en commun. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdourahmane Ouabiri. Bonjour. Bonjour, merci Julie. Grand écrivain franco-djiboutien. Alors tu es l'auteur de nombreuses œuvres traduites en une douzaine de langues. Ton dernier roman, Pourquoi tu danses quand tu marches, a été publié aux éditions Jean-Claude Lattès en 2019. Tu as également remporté le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2021. Merci Abdourahmane d'être là. Alors avec toi, on va parler d'un sujet qui était particulièrement cher également aux Insoumis et à tout être attaché au combat pour l'émancipation. Et avant d'entrer dans le dur et le cœur du sujet, peux-tu nous dire, pour commencer, en quoi la langue française peut-elle être la langue des combats pour l'émancipation ? La langue française est, comme toutes les langues d'ailleurs, le vecteur d'un certain nombre d'idées, de concepts. La langue française a été, par les passés, une langue de libération. Par exemple, on ignore, ou on ne le sait pas assez, mais les indépendantistes algériens, africains ont utilisé la langue française pour se libérer. Vous voyez, on a utilisé la langue du maître pour se libérer de la domination coloniale. Et les meilleurs défenseurs d'ailleurs de la francophonie politique, celle de l'émancipation, sont des gens comme Kateb Yassine, Aimé Césaire. Donc la langue française peut être une langue d'émancipation, c'est très clair. Alors, cette phrase, la langue française est la langue des combats pour l'émancipation, est une phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron en 2018, le 20 mars très exactement, jour au cours duquel il avait présenté sa stratégie pour développer sa stratégie internationale, pour développer le français dans le monde. Et à l'époque, dans une tribune que tu avais publiée dans Le Monde, tu avais exprimé ton ennui face au projet d'Emmanuel Macron autour de la francophonie. Quel est ton ressenti aujourd'hui en 2022 ? Alors déjà, lui, il dit « elle est ». Moi, j'ai dit « elle peut être ». C'est toute la nuance, parce que les langues ne sont pas naturellement des outils d'émancipation. Elles peuvent, si on en fait usage. Donc, le président Macron a dit tout et son contraire, et a commencé pour les sujets de la francophonie. Il a enlevé le secrétaire d'État à la francophonie ou le ministre délégué à la francophonie, et il a mis une de ses potes, comme on dit, une amie, une écrivaine, une jeune écrivaine, enfin prix Goncourt par ailleurs, qui s'appelle Slimani, et qu'il a mis comme son ministre ou on appelle ça, son conseiller personnel. Donc quelqu'un qui n'a jamais respecté la tradition francophone, et il a un bilan, comme pour les restes, nul, j'allais même pas dire maigre, nul en francophonie. La seule annonce qui a été faite en 2019, c'était de installer une maison internationale de la francophonie à Villers-Courtrai, je crois. Elle n'est toujours pas inaugurée. C'est ça, justement, c'était ce 19 mars 2022, donc en plein, juste avant le premier tour de la campagne présidentielle française. Donc le candidat Macron a inauguré, comme tu l'as dit, donc partiellement, la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Donc le seul grand chantier, en plus, tu l'as dit, de son quinquennat. Alors, Cité internationale de la langue française, du coup, je vais aller un petit peu sur un autre sujet, mais paradoxal, quand on connaît l'amour de Macron pour les anglicismes, Startup Nation, culture du invented here, etc. Est-ce que cela ne traduit pas surtout un amour de la francophonie, du business ? Même pire que ça. En fait, c'est avec quoi je ne suis pas d'accord, avec pas que le président Macron, mais toute une élite française, parce que les Français ne se savent pas francophones. Si on dit à un Français, êtes-vous francophone, il est étonné, il pense que la francophonie, c'est pour l'extérieur, les anciens colonisés, ou au mieux les Québécois. Et moi, je pense, j'appelle de mes voeux ce que j'appelle la francophonie de tous les jours, à savoir une pratique sereine, mais aussi une pratique je ne vais pas dire forcément de fierté, mais un souci de sa propre langue de tous les jours. Et dans les programmes en commun, notamment dans les livrets culture, il y a un certain nombre de dispositions. Par exemple, donner plus de moyens pour les nouvelles, les industries créatrices, comme l'Internet, le numérique, mais aussi renforcer l'outil des affaires étrangères et les maisons de culture, les alliances, les instituts français à l'étranger. Elles se ferment toutes, de Vienne à Rio, toutes les maisons fermées ou sont en train d'être vendues. Donc ça, c'est une politique de la francophonie, à la fois dans l'espace national et à l'extérieur, qui doit être à la fois sereine, mais renforcée, dynamisée et défendue. C'est ce que j'appelle la francophonie de tous les jours. Alors justement,
Le 20 mars 2022, dans 2 jours, donc, nous célébrerons la Journée internationale de la francophonie pendant une semaine à Dubaï. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif de promouvoir la langue française et elle a posté sur son compte Instagram un visuel pour annoncer cette semaine spéciale. Et sur le visuel, on voit des immeubles genre quartier d'affaires avec une femme qui porte un casque de réalité virtuelle, un homme qui semble hyper occupé en costume et au téléphone, avec quelques arbres pour faire écolo et le symbole d'une enveloppe qu'on envoie par mail. Le tout surmonté d'un gros titre, La francophonie de l'avenir. Est-ce l'idée que tu te fais de la francophonie? Non, ça j'appelle la détestable francophonie des marchés. Et donc il y a une alliance entre la politique ultralibérale de Macron et les dispositifs, ou en tout cas les directions ou les envies de l'institution qui est une institution internationale, hein, l'OIF, qui étend l'espace de la francophonie. Vous voyez, la francophonie, enfin ce qu'on appelle l'OIF, maintenant il y a des pays où on ne parle pas français, que ce soit Dubaï ou l'Arménie. Vous voyez, c'est cette extension du marché qui doit toujours s'étendre. Donc l'OIF aussi rentrer dans ce monde-là. Il faut étendre les marchés de plus en plus. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de francophones, on s'en fiche, on les invente. Donc à Dubaï, on fait une francophonie inexistante, on vend des kits. Et d'ailleurs, dans les programmes de Macron, c'était présent aussi. Moi, j'étais très étonné que la francophonie de Macron, c'était de permettre aux Africains de ne pas comment dire, faire du streaming, ou en tout cas ne pas, voilà, vous voyez, ne pas utiliser d'une manière illégale les plateformes. Donc là, on arrive à la logique de Macron et la logique de l'OIF sont ce que j'appelle la détestable francophonie des marchés. Il n'y a plus aucune idée derrière, il n'y a plus l'idée d'émancipation, il n'y a même plus d'idée de culture ou même de commun, hein, de quelle langue on parle. Parce qu'à Dubaï, je répète encore une fois, on ne parle pas français. Donc si l'OIF, c'est un nouveau G28 ou je sais plus, G36 pour vendre des kits je sais pas, du GAFAM, ce n'est plus de la francophonie. Et donc il faut qu'on arrête de mentir aux gens, parce que moi je pense que la langue française, c'est un bien commun qui appartient d'une manière tout à fait sereine à la fois aux Français et aux gens qui ont eu la langue française comme héritage par l'histoire. Alors justement, dans l'avenir en commun, on prône la francophonie des peuples. Qu'entend-on par francophonie des peuples? Écoutez, moi j'étais très très séduit et très impressionné par les discours de Jean-Luc Mélenchon aux étudiants à Ouagadougou, où il disait, bah, écoutez, nous allons faire un nouveau contrat avec nos pays frères d'Afrique notamment, mais aussi d'ailleurs, hein, qui parlent la langue française en partage, et nous allons voilà, mettre sur la table un certain nombre de propositions d'une manière égalitaire. Ça c'est intéressant, n'est-ce pas? D'abord c'est intéressant, d'une manière égalitaire. Il n'y a plus ce que j'appelais la hiérarchie entre le grand francophone, c'est-à-dire les Français qui dictent aux autres. Alors après il y a les Belges, les Québécois qui courent pour accepter déjà les contrats, et après on va demander aux Congolais, aux Djiboutiens, aux Burkinabés de venir fêter une fois l'année, n'est-ce pas, la semaine de la francophonie, où tous les instituts cherchent, je sais pas, un vidéaste francophone, un designer francophone ou un slammer francophone. Donc moi, je voudrais qu'on fête la francophonie tous les jours, d'une part, et d'autre part que la francophonie soit avec l'extérieur, ce qu'on appelle la francophonie des peuples, qu'il y ait d'abord des contenus déjà, culturels, historiques, mémoriel, mais on peut faire une francophonie sur des projets d'ailleurs d'avenir. Hein, c'est pas seulement les passés et c'est rappeler que nous avons été colonisés ensemble, mais on peut faire des francophonies d'avenir. Hein, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va faire l'université de l'espace à partir de, par exemple, je sais pas, ou l'université de la mer à partir de la Réunion, ce sont des projets intéressants. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi avons-nous besoin et comment on peut d'abord assurer l'en commun, hein, c'est dont nous avons l'héritage, n'est-ce pas, et la gestion en commun. C'est par exemple la question de l'eau, la question de l'air, la question de l'espace. Et si à partir d'une langue commune, hein, une langue d'émancipation partagée, nous pourrons construire de l'en commun dans le futur, c'est une idée très séduisante et Jean-Luc Mélenchon est assez visionnaire de ce point de vue-là. Oui, alors je rappelle juste que pendant cette conférence à Ouagadougou, au Burkina Faso, il avait détaillé donc le point de vue depuis lequel il parlait, donc celui de la France qui s'est toujours opposée au colonialisme, à l'impérialisme et au paternalisme et au rapport de domination entre les peuples. Il avait d'ailleurs dit « ne nous tournons pas le dos ».
C'est ça. Bah, il y a dans le, c'est très clair dans l'avenir en commun, il y a un logiciel qui vient aussi de ce qu'on appelle l'altermondialisme. On appelait ça, il y avait une très vieille idée, ce qu'on appelait ça les tiers-mondismes, par exemple. Il y avait beaucoup de gens valeureux hein, qui ont accompagné les indépendances. Hein. Je parle du côté français, qui venaient de la gauche anticoloniale et qui allaient faire déjà la francophonie des peuples. Hein. Les porteurs de valises étaient déjà dans cette francophonie partagée, puisqu'ils avaient choisi en fraternité, ils sont rentrés en fraternité avec les militants algériens hein, ou les militants vietnamiens plus anciennement, ou les militants africains subsahariens, n'est-ce pas, pour dire, bah, voilà, une fois que l'indépendance va se finir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et cette idée-là, nous sommes le seul à les porter aujourd'hui. Alors, nous voulons développer la langue française, donc qui est la troisième langue la plus parlée au monde, dans sa dimension politique. Que penses-tu de l'idée de faire de l'espace francophone une puissance politique? Ben là, c'est pareil, c'est ce qu'on fera, c'est ce qui nous, l'avenir, c'est ce qu'on fera de nous, n'est-ce pas? Donc on dit par exemple qu'il y a 300, je suis très fâché avec les chiffres, mais je crois qu'il y a 320 millions de francophones. Dans certains pays, là, c'est l'usage réel est en déshérence, recule, n'est-ce pas? Dans d'autres lieux, il peut avancer. Donc, il faut qu'on ait une vraie politique. Je disais encore une fois, Macron avait enlevé le ministère de la francophonie, donc on a perdu 5 ans hein, sur ces questions-là, d'un point de vue institutionnel. Donc, il faut reprendre les chantiers et aller vers plus de francophonie partagée, égalitaire, on l'a dit, langue commun, c'est-à-dire toutes les questions qui viennent de l'espace ou de l'écologie seront des chantiers et à partir desquels, bien sûr, la francophonie peut être un élément très intéressant à l'échelle internationale et à l'échelle aussi de l'ONU ou pour les questions, on va dire, internationales. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a déjà posé sur la table. S'agit-il également de créer un puissant contre-pouvoir à l'hégémonie culturelle qui est américaine aujourd'hui? Cette idée alors j'aime pas trop parce que vous savez j'enseigne aussi aux États-Unis etc. Mais c'est pas les langues ne sont pas en concurrence contre elles. Donc, ça a été dit à Paris notamment, il y avait des gens de droite souvent qui ont une francophonie défensive, tu vois. Donc cette idée de la francophonie défensive n'est pas intéressante. Moi, ce que j'appelle, ce que je veux, c'est la francophonie de tous les jours, sereine, y compris à Paris, y compris chez les hypers ou les hipsters, tu vois. Donc il faut qu'ils arrêtent de penser que parler anglais est forcément cool et intéressant, alors qu'on a plein de concepts. Donc moi, ça m'intéresse pas de faire une francophonie défensive, tu vois. C'est une francophonie de proposition, une francophonie on n'est pas à se battre contre les Anglais. D'ailleurs, c'est pas l'anglais, hein, c'est le franglais qui est lui-même un succédané de ce qui était. Ça n'a rien à voir avec l'anglais de Shakespeare, voyez. Donc cette francophonie, elle doit être devant nous et pas derrière nous. Donc Alors, nous déplorons dans le programme, alors on parlait justement d'institutions, la francophonie est trop souvent ignorée ou confisquée par un cadre officiel inaccessible à la majorité des populations francophones. Et notre mesure clé pour cela consiste à défendre l'usage du français dans les institutions internationales. Est-ce que c'est dans le but de faire en sorte que les gens qui parlent le français dans le monde se réapproprient la politique? ah ben d'ailleurs, on a plus qu'une mesure, hein, il y en a Oui. plusieurs, mais c'est à peu près la même. Pour résumer, en gros, on va dire la francophonie, enfin l'usage raisonné de la langue française, qui est un usage commun, hein, qui est une langue en partage, est confisqué par en gros deux forces, pour les résumer. D'une part, il y a le marché, de plus en plus, ça n'existait pas ça avant. Hein, de plus en plus, on l'a vu avec l'actuel secrétaire général de la francophonie, avec Macron. On va, la langue française, le marché, c'est vu comme un marché, donc on met à la disposition de grands groupes et on dit, voilà, il y a 320 millions de gens qui sont un marché potentiel pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la francophonie des marchés. L'autre pouvoir qui confisque, c'est soit les autorités dictatoriaux africains, hein, d'une part, dans nos pays respectifs ou dans les pays du Sud en général, mais aussi les institutions. Donc on a une francophonie des institutions qui, en parlant un langage technique, en essayant de faire des journées mémorielles qu'en mars, etc., confisque. Et donc les Africains, les jeunes francophones, les artistes pensent francophonie, tiens, c'est l'Institut français en la 3e semaine de mars, tu vois, voilà. Et donc l'institution prend la chose, alors qu'au fait, tous les jours, on parle français, et que ce soit à Ouagadougou, ou à Brazzaville, ou à je ne sais quelle ville, c'est pas partout. Donc, c'est penser aux usagers d'abord. Moi, j'ai dit que
la langue appartient aux usagers. Elle change, ça n'a plus rien à voir avec la langue de Proust ou encore plus celle de Montaigne. Tu vois. Et donc il y a elle change d'usage, elle change de médium. D'ailleurs, elle est beaucoup plus présente sur Internet. Elle est présente dans le hip-hop. Par exemple, les plus grands poètes francophones actuels sont des slammeurs, des chanteurs, des choses comme Oxmo ça. Puccino. Oxmo Puccino, par exemple, qui est un grand poète francophone, français, et aussi du quartier à côté, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention justement à toutes ces expressions-là, tous ces usages-là, que j'appelle en gros la francophonie de tous les jours, quoi. Alors, avant de commencer cet entretien, tu as dit en off que le Rwanda était le pays qui avait été que Macron a installé comme étant le pays d'où est installée l'Organisation internationale de la francophonie. Non, en fait, la secrétaire, la personne qui dirige actuellement l'OIF est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du gouvernement rwandais, qui est connu pour être anglophile. Donc, Jean-Luc Mélenchon a eu s'est insurgé, hein, le seul d'ailleurs à s'est insurgé en disant mais comment un pays qui a choisi l'anglophonie, on va dire, ou la pratique de l'anglais, où les Français a reculé, peut nous donner la principale chef de mission de la francophonie. Et donc il y avait une petite contradiction dans les esprits. La secrétaire précédente était une Québécoise. Et en fait, il s'avère que le Rwanda... Alors, la critique de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec le gouvernement rwandais, et encore moins avec la personne de la secrétaire générale. C'est simplement de noter que le Rwanda, qui est le pays les plus intégrés dans le marché, on va dire, nous a fourni, avec les trichements de Macron, la secrétaire générale de la francophonie. Donc, si c'était un Gabonais ou, je ne sais pas, une Burkinabé ou... une Réunionnaise, par exemple, qui était francophone, on n'aurait pas eu cette suspicion-là. Et donc Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le fait qu'à la fois le Rwandais s'est targue d'être anglophile, et à la fois il nous a donné, le gouvernement rwandais, une de ses plus belles expressions, l'ancienne ministre des Affaires étrangères est devenue la secrétaire générale de l'OIF. Donc c'est ça qui paraissait pour Jean-Luc Mélenchon assez... Et je le rejoins évidemment, moi aussi pourtant je suis un ami de Rwanda, mais je ne suis pas d'avis que cette personne soit la meilleure personne pour diriger, puisqu'elle est, à mon avis, plus portée vers la francophonie du marché que la francophonie de tous les jours. Alors, toi, tu es donc écrivain, donc la langue française est ton outil de travail. Oui. En quoi la langue est peut-être vectrice de liens entre tous les peuples et le fait qu'on puisse s'unir tous ensemble? C'est déjà le cas. Un Congolais, un Sénégalais se parlent naturellement en français, et la langue française n'appartient plus aux Français, ça c'est depuis longtemps aussi acté. Donc elle appartient à tous ces millions de gens qui la parlent avec des accents, des espèces de variétés, etc. Et cette langue-là n'est pas non plus une langue qui est défensive, qui doit contrer l'anglais. Elle ne doit pas être non plus une langue qui doit aussi étouffer les expressions nationales, linguistiques, hein, dans les pays africains. Par exemple, dans les pays africains, on est dans un plurilinguisme de tous les jours, hein. Vous allez dans n'importe quelle grande capitale africaine, les gens parlent, je sais pas, 3 langues nationales et 3 langues internationales, dont le français. Donc, et ils font ces usages-là d'une manière naturelle. Et donc, en France, on croit souvent que la langue française, les Français ne se définissent pas comme des francophones, d'une part, et d'autre part, ils pensent que la langue elle-même est attachée par nature à des valeurs de ceci ou de cela. En fait, ce sont les usages, ce n'est pas la nature des langues qui favorise telle ou telle émancipation, par exemple, telle idée émancipatrice, ou telle idée, à mon avis, rétrograde, qui serait l'usage raisonné du marché, n'est-ce pas? Ce sont les usages. Et donc, dès lors que les peuples les utilisent déjà, vous voyez, là, il y a une très... comme j'ai dit, les expressions artistiques en langue française sont multiples et variées, que ce soit au cinéma, que ce soit la musique. Et les francophones défendent cette langue-là depuis longtemps et n'ont même pas entendu les diktats, ou en tout cas les directions de Paris ou d'une quelconque institution. Vous voyez. Là, par exemple, on parle de l'Académie française, mais elle n'a aucun pouvoir dans la réalité, sur la marche du monde. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que l'État français, et si nous arrivons au pouvoir, il faudra donner plus de moyens à l'outil diplomatique, aux instituts. Nous avons beaucoup d'enseignants à l'étranger qui sont à la fois
des francophiles, mais aussi des francophones et certains aussi des Français d'origine, on va dire. Mais c'est un outil, sous ces instituts-là, cet outil international de la francophonie au sens diplomatique est en souffrance depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Alors, tu es professeur, et ce sera ma dernière question, à Washington. Oui. Tu enseignes donc le français dans Les cultures françaises. les cultures françaises, dans l'une des plus prestigieuses universités à Washington, la capitale. Comment réagissent tes élèves? Alors mes étudiants, donc, viennent nous voir parce qu'ils veulent de la francophonie, et ils veulent de la francophonie parce que c'est pour eux, donc américains ou étrangers étudiants dans des institutions américaines, c'est une entrée dans le monde francophone, pas seulement venir à Paris boire un café, non, ça ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans la diplomatie, parce que Washington est quand même le centre des institutions américaines, donc ils peuvent rentrer dans des ONG, etc. Ils sont déjà une expérience aussi francophone, ils sont allés au Maroc, au Cameroun ou ailleurs. Donc pour eux, la langue française, c'est une langue monde. C'est aussi simple que ça. Et dans les institutions universitaires américaines, nord-américaines, hein, aux États-Unis, mais aussi dans le Canada anglophone, mais aussi ailleurs, les départements d'études françaises ou francophones, comme on dit, accueillent beaucoup d'artistes comme moi-même. Et ça a sauvé l'engouement pour la langue et ça a sauvé techniquement, enfin concrètement, ces universités-là. C'est-à-dire les départements d'études françaises seraient depuis longtemps, on va dire, moribonds s'il n'y avait pas les artistes, l'intérêt pour les langues francophones, s'il n'y avait pas tous les grands penseurs de langue francophone. On parle ici beaucoup d'Édouard Glissant, oui, a enseigné aux États-Unis. Notre prix Nobel, Jean-Marie Leclésio, a enseigné aux États-Unis, Maurice Condé, enfin tous les grands penseurs. Et avant, ce qu'on a pensé la French Theory, des gens comme, je ne sais pas, les enfants de Foucault, on va dire, ou Derrida lui-même, enseigné aux États-Unis. Donc en fait, il y a une grande tradition. Nous avons cette grande tradition d'exporter soit la théorie, soit les expressions artistiques dites francophones dans ces institutions-là, et nous avons d'une certaine manière révigoré ces départements et ces centres d'études. Bien, merci beaucoup, Abdourahmane Maberi, d'être venu pour un entretien autour du programme L'Avenir en commun, qui est où il y a des dispositions francophones très, très intéressantes. Merci. Merci. Au revoir.